Le monde qui nous entoure est un miracle cosmique animé par un enchaînement de hasards et de coïncidences. La vie et ses embranchements s'apparentent à un dé avec une infinité de faces dont l'issue ne s'anticipe pas. Et il suffit d'un voyage au travers de cette multitude d'événements pour constater que la Terre est unique et l'être humain chanceux. Il est l'enfant du hasard. Si l'on raccourcit les 13,7 milliards d'années qui se sont écoulées depuis la création de l'univers en une année, l'Homo sapiens n'apparaît que le 31 décembre à 23h48. Et ce qui se trouve après la préhistoire ne sont que les 10 dernières secondes du calendrier. Ces quelques secondes, qui résument l'intégralité du chapitre de l'humanité, nous permettent de mesurer avec plus d'humilité notre place dans l'histoire de l'univers. Selon Kant, on mesure l'intelligence d'un individu à la quantité d'incertitudes qu'il est capable de supporter. Et c'est aussi incertain qu'en 1755, il énonce une théorie retenue encore aujourd'hui pour expliquer la formation de notre système solaire. Il y a moins de 5 milliards d'années, des étoiles naissent et meurent de la même manière qu'elles le font aujourd'hui. La mort d'une étoile, aussi appelée supernova, dégage une énergie si puissante qu'elle entraîne des ondes de choc capables de créer des régions de surdensité, permettant ainsi à la gravité de prendre le dessus. À cette époque, Kant suppose qu'une nébuleuse est présente à la place de notre système solaire et que la mort d'une étoile antérieure à notre Soleil a permis à celui-ci de venir au monde. Au fur et à mesure de son effondrement, la matière se condense et s'accumule, créant ainsi un centre plus chaud que le disque qui l'entoure alors. À ce moment précis, notre système est protosolaire, c'est-à-dire que notre étoile n'est pas encore arrivée à maturité et que le disque qui l'entoure est 2 fois plus grand qu'aujourd'hui. En un tout petit million d'années, le Soleil passe une étape cruciale dans sa formation, la phase T Tauri. Le jeune astre entame sa fusion nucléaire et grandit afin d'atteindre son point de stabilité. Les autres corps du système solaire se forment ensuite grâce au même procédé, l'accrétion. Les grains de poussière gravitant autour de la jeune étoile commencent alors à former de petits amas de quelques mètres de diamètre, puis de quelques kilomètres. Les astres du système solaire réalisent ce que nous appellerons plus tard le billard cosmique. Les corps entrent en collision, créant des protoplanètes telluriques comme notre Terre. Plus loin, les planètes comme Saturne et Jupiter se forment différemment du fait de leur éloignement et deviennent des géantes gazeuses. Le Soleil, ayant débuté sa production gigantesque d'énergie, balaie le disque environnant de ses vents solaires incroyablement puissants et stoppe ainsi la croissance des planètes. Le système solaire dispose alors d'une planète Terre invivable et sans satellite. C'est l'impacteur Theia qui apporte un élément de réponse à l'origine de la Lune. Cet astre, de la taille de Mars, est alors propulsé dans notre direction par les forces de gravitation des autres corps du système. Son destin ? Percuter la planète Terre avec une puissance telle qu'elle créera un satellite bien plus petit
qui se mettra à graviter autour de nous, la Lune. Cette dernière stabilise l'axe de rotation de la Terre et jouera un rôle majeur dans la danse quotidienne des marées. La planète bleue n'est alors qu'une boule de lave. Elle entre dans la période de l'AD1. Le dégazage des roches sous l'océan magmatique forme une atmosphère primitive autour de la Terre. Cette dernière aspire le fer en son centre afin de créer un noyau métallique qui lui permet de développer un champ magnétique, la défendant ainsi des caprices du Soleil. La migration des géantes gazeuses va déstabiliser la ceinture d'astéroïdes, entraînant ainsi une augmentation des impacts cométaires et météoritiques sur la Terre. Le statut de rempart accordé à ces planètes va être exceptionnellement remis en cause lors de ce grand bombardement. Les corps célestes recouverts de glace vont entrer en collision avec la Terre, marquant alors l'arrivée de l'eau sur la planète bleue. Les conditions nécessaires à l'apparition de la vie sont enfin réunies. La Terre entre dans un nouveau cycle, l'Archéen. Elle délaisse l'enfer au profit d'un grand refroidissement. La planète bleue se situe dans la zone habitable du Soleil. Elle n'est ni trop éloignée, ni trop proche de notre étoile, ce qui lui permet de conserver des températures plus ou moins convenables. Notre jeune planète subit alors un refroidissement global qui créera plus tard le cycle des saisons. La vapeur d'eau que l'on trouve dans l'atmosphère se condense. Il pleut alors pendant des millions d'années. Les océans sont ainsi créés. La Terre devient un endroit plus paisible. La croûte terrestre n'est plus en fusion. Pourtant, notre foyer est encore bien hostile. Car même si la Lune commence la régulation climatique de la Terre en inclinant son axe de rotation, il ne semble exister pour l'instant que l'été caniculaire à la surface. C'est la concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère, 3 fois supérieure à celle d'aujourd'hui, qui provoque ce phénomène climatique, et ce, malgré un soleil 30% moins puissant. Dans les océans, le brassage de protéines et d'acides aminés, aussi appelés soupes prébiotiques, est à l'origine des tout premiers micro-organismes. Voici Luca. Apparu il y a 3,4 milliards d'années, il est l'ancêtre le plus ancien de toutes les formes de vie connues à ce jour. Pour identifier son origine, les chercheurs se sont basés sur les stromatolites, des roches constituées de minéraux calcaires qui sont formés par des colonies de cyanobactéries. Ces dernières utilisent la lumière du soleil et le dioxyde de carbone présent dans leur environnement pour effectuer la photosynthèse, puis rejettent du dioxygène dans les océans. Un milliard d'années plus tard, l'ensemble du fer présent dans l'eau s'est oxydé. L'excès de dioxygène se répand peu à peu dans l'atmosphère. La présence de cette molécule toxique pour certains organismes entraîne une crise écologique.
Cette consécution est appelée la grande oxydation et marque la fin de l'éon de l'Archéen. Tous les éléments sont donc réunis pour permettre à la vie d'emprunter les embranchements nécessaires à notre apparition sur Terre. Le Protérozoïque, la période la plus longue de notre planète, constitue l'avant-dernière grande division des temps géologiques. Au cours de cet éon, la masse continentale, qui représentait environ 30% de notre surface actuelle, subit une forte croissance pour atteindre la taille qu'on lui connaît aujourd'hui. Malgré la présence de la photosynthèse, l'oxygène se fait rare. Mais cela n'empêchera pas les plus anciennes formes de vie multicellulaires de se multiplier. La grande oxydation continue d'altérer l'écosystème au point de saturer les puits d'absorption d'oxygène. Malgré la diffusion de ce gaz toxique, les micro-organismes s'adaptent à leur environnement en développant la respiration aérobie. À la suite de cette catastrophe de l'oxygène, la première grande glaciation du Protérozoïque commence. Elle est accompagnée d'une accrétion continentale rapide et d'une orogénèse moderne. Autrement dit, des reliefs montagneux commencent à prendre forme à la surface de la Terre. Le supercontinent Columbia apparaît. Le cryogénien marque le début de la fin du Protérozoïque avec la glaciation Varringer. La fracture du supercontinent rhodynien entraîne avec elle l'ouverture des océans et des bras de mer, augmentant ainsi la quantité de vapeur d'eau présente dans l'atmosphère. À partir de là, le carbone présent dans les pluies se retrouve piégé au fond des océans sous forme de sel. La fracture de Rodinia provoque également des écoulements de lave qui, affectés par l'humidité, se mettent à consommer du CO2 à une vitesse folle. De son côté, le Soleil, encore jeune, diffuse alors 6% de chaleur en moins par rapport à aujourd'hui. Tous ces éléments réunis permettent une diminution globale de la température à la surface de la Terre et la création de ce que le géologue Paul Félix Hoffmann appellera la Terre boule de neige. Les chercheurs estiment ensuite que l'activité volcanique est à l'origine de l'approvisionnement en CO2 et en méthane. Deux gaz à effet de serre qui vont atteindre une concentration dans l'atmosphère 350 fois supérieure à celle d'aujourd'hui et réussiront à créer un effet de serre suffisant pour entamer la fonte des glaces et permettre d'accélérer l'évolution d'organismes à corps mou. Après la fonte des glaces, la Terre subit un Big Bang zoologique. Cette période, nommée phanérozoïque, s'étend sur ces 541 derniers millions d'années et voit l'émergence d'une importante diversité biologique. Les plantes chlorophylliennes, premiers êtres vivants complexes, font leur apparition sur le continent. D'autres organismes commencent à développer des carapaces et des coquilles. Ces évolutions
qui ont permis l'apparition de preuves fossilisées, marquent les prémices du développement de la faune moderne. 5 grandes crises s'étalent sur les 400 millions d'années qui suivent. Les plantes, désormais présentes aussi bien sur le continent que dans les océans, absorbent une grande quantité de CO2, dissipant ainsi l'effet de serre. Les températures chutent, une période glaciaire commence. Cet épisode de gel, associé à l'éruption d'un supervolcan, entraîne la disparition de 3/4 des espèces vivantes. Cette première extinction touche essentiellement les océans, incitant les organismes marins à sortir vers la surface. « 5 millions d'années plus tard, les continents sont conquis par des arthropodes, des vertébrés et des mollusques. L'atmosphère, 2 fois plus riche en dioxygène, permet une croissance remarquable de ces organismes. Une irradiation due à l'altération de la couche d'ozone provoque une nouvelle extinction de masse, perturbant l'écosystème de la Terre pendant 20 millions d'années. À l'image de la première crise, de nombreuses espèces s'éteignent. L'éon du Phanérozoïque est notamment marqué par l'apparition d'un supercontinent réunissant la quasi-totalité des terres émergées, la Pangée. Pendant cette ère, la vie connaît son plus grand défi, l'extinction Permien-Trias. Cette crise, caractérisée par une importante activité volcanique, l'impact de météorites, la fracturation du supercontinent et la diminution de l'oxygène dans les océans, entraîne la disparition de 95% des êtres vivants. Seules survivent les espèces qui s'adaptent rapidement aux changements climatiques extrêmes qui en découlent. Les dinosaures deviennent alors rapidement l'espèce dominante. La vie n'a que quelques millions d'années pour se régénérer avant qu'une autre crise biologique vienne perturber son écosystème. Cette 4e extinction est liée au mercure, un des éléments les plus toxiques de la planète. Expulsé par des volcans, ce composé chimique fait subir un changement climatique si important qu'il engendre la mort d'une multitude d'espèces. Les dinosaures, qui survivent à ce cataclysme, finiront par disparaître, 66 millions d'années avant notre ère. Une météorite de plusieurs dizaines de kilomètres de diamètre vient s'écraser dans le golfe du Mexique. L'onde de choc fait le tour de la Terre en quelques heures seulement. La retombée des fragments soulevés lors de l'impact est comparable à une pluie d'étoiles filantes et brûle la végétation sur une grande surface du globe. Des particules plus légères bloquent la lumière du soleil et empêchent le phénomène de photosynthèse, entraînant ainsi la disparition des espèces herbivores et carnivores. Seuls certains animaux ayant un régime très pauvre ou pesant moins de 25 kg survivent, notamment de petits mammifères omnivores. Parmi ces rescapés, l'un d'entre eux deviendra l'ancêtre de l'homme.
Une photo, une simple photo a permis à Carl Sagan de résumer notre identité. Regardez ce point, c'est ici. C'est notre foyer, c'est nous. Dessus se trouvent tous ceux que vous aimez, tous ceux que vous connaissez, tous ceux dont vous n'avez jamais entendu parler, tous les êtres humains qui n'aient jamais vécu. La somme de nos joies et de nos souffrances. Des milliers de religions, d'idéologies et de doctrines économiques remplies de certitudes. Tous les chasseurs et cueilleurs, tous les héros et tous les lâches, tous les créateurs et destructeurs de civilisations. Tous les rois et paysans, tous les jeunes couples d'amoureux, tous les pères, mères, enfants remplis d'espoir, inventeurs et explorateurs. Tous les moralisateurs, tous les politiciens corrompus, toutes les superstars, tous les guides suprêmes, tous les saints et pécheurs de l'histoire de notre espèce ont vécu ici, sur ce grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil. Nos postures, notre soi-disant importance, l'illusion que nous avons quelques positions privilégiées dans l'univers sont mises en perspective par ce point de lumière pâle. Notre planète est une poussière isolée, enveloppée dans la grande nuit cosmique. Dans notre obscurité, dans toute cette immensité, rien ne laisse présager qu'une aide viendra d'ailleurs pour nous sauver de nous-mêmes. La Terre est jusqu'à présent le seul monde connu à abriter la vie. Il n'y a nulle part ailleurs, au moins dans un futur proche, vers où notre espèce pourrait migrer. Visiter, oui, s'installer, pas encore. Que vous le vouliez ou non, pour le moment, c'est sur Terre que nous nous trouvons. On dit que l'astronomie incite à l'humilité et forge le caractère. Il n'y a peut-être pas de meilleure démonstration de la vanité humaine que cette lointaine image. Pour moi, cela souligne notre responsabilité de cohabiter plus fraternellement, les uns avec les autres, et de préserver et chérir le point bleu pâle, la seule maison que nous n'ayons jamais connue.